Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 43e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur l'interdiction d'importation de gaz, sur les oppositions sur le budget, sur 3 textes environnementaux dont le destin a basculé cette semaine, sur le prix Sakharov et sur les négociations sur le prêt de réparation à l'Ukraine lors du sommet européen. Dans le club des 27, le bureau d'enquête sur l'accident du funiculaire à Lisbonne rend ses premières conclusions. L'Espagne veut se débarrasser des derniers signes du franquisme. La Lituanie a été survolée à son tour par des avions russes. Et l'Irlande a une nouvelle présidente. Et chez nos chers voisins, Chypre Nord a un nouveau président. Et la Russie est à nouveau sanctionnée par l'UE et les États-Unis. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Énergie. L'Union européenne interdit l'importation de gaz. Lundi 20 octobre, les 27 ministres de l'énergie étaient réunis à Luxembourg et ont approuvé le plan de la Commission européenne pour cesser les importations de gaz russe. Reste désormais à s'accorder avec le Parlement européen sur la date butoir d'une telle interdiction. En 2024, les 27 continuaient d'importer 52 milliards de mètres cubes de gaz russe, ce qui représentait encore 19% des importations de gaz dans l'UE. En 2021, le gaz russe représentait 45% des importations. Le plan a été approuvé à la majorité qualifiée, une méthode qui a permis de s'épargner les vétos de la Hongrie et de la Slovaquie, qui ont organisé leur dépendance au gaz russe. La Slovaquie a menacé de ne pas voter le 19e paquet de sanctions contre la Russie si elle était privée de gaz. La Hongrie entend attaquer la décision du Conseil devant la Cour de justice de l'Union européenne car elle considère que ce n'est pas une affaire commerciale mais diplomatique, ce qui aurait dû faire l'objet d'un vote à l'unanimité. Le commissaire à l'énergie, Dan Jorgensen, réfute et déclare que la Russie a démontré son peu de fiabilité en tant que partenaire commercial. La France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne ont fait part de leurs réserves concernant le système pour la traçabilité du GNL. Le plan de la Commission prévoyait une interdiction totale d'importation du gaz russe à partir du 1er janvier 2028. Le Parlement européen souhaiterait avancer cette date butoir d'1 an. Elle a acté cette décision dans les commissions parlementaires concernant l'industrie et le commerce. La Commission a proposé de fonctionner en plusieurs étapes en interdisant tout nouveau contrat de long terme à partir du 1er janvier 2026, puis le 17 juin 2026, les nouveaux contrats à court terme seraient interdits avant extinction totale des contrats à long terme pour le 1er janvier 2028. Les négociations entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen vont pouvoir commencer dès le mois prochain pour se mettre d'accord sur la date butoir. Ils souhaitent tous un accord d'ici au 31 décembre. Concernant le pétrole, il n'y a toujours pas de plan de sortie, mais l'exécutif européen demande aux États membres d'élaborer un plan pour organiser la fin totale des importations de pétrole russe d'ici à fin 2027. Budget. Clivage entre Conseil et Parlement européen, mais aussi Ouest et Est de l'Union. Alors que le Parlement européen a fait part de sa vive opposition aux plans nationaux, sous lesquels devraient être fusionnés les fonds régionaux et la politique agricole commune, le Conseil, donc les 27, continue d'avancer. Et dans les négociations budgétaires, ce sont les 27 qui ont une plus grande influence sur la constitution du budget final. Le Conseil plaide pour une structure budgétaire plus simple et plus efficace. Les 27 sont favorables aux plans nationaux et souhaitent valider le programme européen pour la compétitivité qui doit subventionner les technologies stratégiques de l'Union. Il y a des points plus sensibles comme les critères d'attribution pour les projets de recherche dans le cadre du Fonds de compétitivité et d'Horizon Europe, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne.
Les États membres les plus riches, dont la France et l'Allemagne, plaident pour une attribution au mérite, alors que les États moins riches souhaitent que les fonds soient répartis équitablement de manière géographique. La question pourrait être tranchée au niveau du Conseil européen, donc par les chefs d'État et de gouvernement. Le débat sur le prochain budget pourrait rouvrir le débat sur les aides d'État aux entreprises interdites actuellement par les traités européens, sauf dans de rares exceptions qui restent très cadrées. La présidence danoise voudrait que la position des 27 soit consolidée pour le sommet européen des 18 et 19 décembre. Environnement. Loi de déforestation sauvée, loi surveillance des forêts rejetée et un revers pour le PPE. Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Commençons par la mauvaise nouvelle. Mardi 21 octobre, le PPE et les extrêmes droites se sont alliés pour saboter le projet de loi de la Commission européenne sur la surveillance des forêts. Un texte rejeté à 370 voix contre et 264 voix pour. Le texte sur la surveillance des forêts avait pour projet d'harmoniser la collecte des données sur les forêts de l'ensemble de l'UE pour renforcer leur protection contre les menaces transfrontalières comme les nuisibles, les maladies ou la sécheresse. Un outil indispensable pour la prévention et la réaction contre les catastrophes qui touchent les forêts européennes. Les commissions de l'agriculture et de l'environnement du Parlement européen avaient déjà rejeté, avec la même majorité, le texte de la Commission au prétexte que cela dénote d'une bureaucratie excessive. Le Parlement européen demande donc formellement à la Commission européenne de retirer son texte. La Commission européenne a proposé de retirer le texte de son plan de travail pour l'année prochaine. Un camouflet pour les autres membres du bloc central, les groupes Renew, SND et les Verts, qui soutenaient le texte. Côté bonne nouvelle, la loi de déforestation est simplement décalée dans son application et l'accord trouvé en commission parlementaire sur la durabilité des entreprises et le droit de vigilance a été rejeté en plénière. Sur la loi de déforestation, le collège des commissaires s'est entendu mardi 21 octobre sur le décalage de l'application du règlement sur la déforestation pour les petites et micro-entreprises qui commercialisent du cacao, du bois, du café, de l'huile de palme, du bétail et du caoutchouc au 31 décembre 2026, soit un report d'1 an. Pour les grandes et moyennes entreprises, elles auront jusqu'au 30 juin 2026 pour se mettre en conformité. Le texte entrera bien en vigueur le 31 décembre 2025, mais la Commission européenne a introduit ces délais pour éviter d'avoir à repousser le texte à cause de problèmes techniques. Pendant ces délais, les entreprises ne seront pas sanctionnées si elles ne sont pas conformes. Le Parlement européen souhaiterait valider ce changement par une procédure accélérée pour adopter le texte avant 2026. Le PPE réserve encore sa position, mais les autres groupes du bloc central y sont favorables. Et sur la simplification des règles de durabilité, coup de théâtre. Alors qu'un accord avait été trouvé en commission sur la simplification des règles de durabilité et du droit de vigilance, la plénière a rejeté l'accord. Il a suffi de 9 voix pour faire capoter le texte issu de l'omnibus qui devait réduire les obligations environnementales des entreprises. Le texte a été rejeté à 318 voix, 309 pour et 34 abstentions. SND et les conservateurs et réformistes européens étaient très divisés sur la question. L'extrême droite et les Verts avaient rejeté l'accord, Renew le soutenait. Les groupes d'extrême droite avaient demandé un vote à bulletin secret pour tirer profit des divisions des socialistes. C'est un camouflet pour le PPE. Les négociations interinstitutionnelles, qui devaient commencer le 24 octobre, sont repoussées à la prochaine plénière, le 13 novembre. Droits de l'homme. Le prix Sakharov remis à Andrzej Poczobut et Mzia Amaglobeli. Mercredi 22 octobre, le Parlement européen révélait le nom des lauréats du prix Sakharov 2025 et il s'agit de 2 journalistes,
la géorgienne Mzia Amaglobeli et du polono-biélorusse Andrzej Poczobut. Ils étaient en concurrence avec des organisations humanitaires et des journalistes actifs à Gaza, mais aussi avec les étudiants serbes qui défient le pouvoir d'Alexander Vučić. Mzia Amaglobeli, 50 ans, a été condamné en août à 2 ans de prison. Les autorités géorgiennes l'accusent d'avoir frappé un policier lors d'une manifestation contre le pouvoir à Batoumi, sur la côte de la mer Noire, au mois de janvier. Une accusation qu'elle a toujours réfutée. Cofondatrice des médias indépendants NetGazeti et Batumelebi, elle s'est fait une spécialité de dénoncer le gaspillage d'argent public et les abus de pouvoir. Elle avait entamé une grève de la faim pendant une 40aine de jours pour dénoncer sa détention et son procès arbitraire. Reporters sans frontières en fait un symbole du glissement autoritaire de la Géorgie. Amnesty International dénonce son procès comme ayant été entaché de violations de procédure et de partialité. Andrzej Poczobut, 52 ans, membre de la minorité polonaise de Biélorussie, a été condamné de son côté à 8 ans de prison en février 2023. Correspondant du journal polonais Gazeta Wyborcza à Minsk et militant pour le droit de la minorité polonaise de Biélorussie, il a été arrêté en 2021 pour avoir demandé des sanctions internationales à l'égard du régime d'Alexander Loukachenko après les élections truquées de l'été 2020. Il a été reconnu coupable par le tribunal de Grodno d'appel public à des actions pouvant nuire à la sécurité nationale et d'incitation à la haine. Il est actuellement emprisonné dans la colonie pénitentiaire de Novopolotsk du côté de Vitebsk. Il a été placé plusieurs fois à l'isolement, parfois jusqu'à 6 mois. Il souffre de graves problèmes cardiaques. Son rédacteur en chef, Roman Imielski, se dit heureux qu'on ne l'oublie pas. Andrei Bastunets, président de l'Association des journalistes biélorusses, en fait un symbole pour l'ensemble des journalistes biélorusses emprisonnés. Roberta Metsola a déclaré que les 2 journalistes sont actuellement en prison simplement pour avoir fait leur travail et dénoncer les injustices. La remise du prix doit avoir lieu le 16 décembre. Les 2 journalistes seront certainement représentés, il est peu probable qu'ils soient libérés d'ici là. Conseil européen. Accord sur le prêt de réparation à l'Ukraine sur la forme, mais pas sur le fond. Depuis le discours sur l'état de l'Union, c'est l'un des grands enjeux européens. Trouver un moyen de financer l'État ukrainien au plus vite. Et lors de son discours, Ursula von der Leyen avait mentionné la mobilisation des actifs gelés russes. Jeudi 23 octobre, les 27 tentaient de trouver un accord sur les actifs gelés russes. La Commission aimerait prêter 148 des 180 milliards d'euros d'avoirs gelés russes qui dorment actuellement dans la chambre de compensation Euroclear basée à Bruxelles. Mais dès début octobre, le Premier ministre belge Bart De Wever avait refroidi les ardeurs. La réputation de la Belgique en tant que place financière sûre est en jeu et la Belgique n'acceptera pas à n'importe quel prix. Le sommet accueillait exceptionnellement le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Avant le sommet, la Hongrie s'est prononcée contre l'idée. L'Italie demande des garanties que le projet respecte le droit international. Avant le sommet, Bart De Wever s'est dit favorable à ce prêt de réparation, mais il veut l'assurance que la Belgique n'aura pas à supporter seule le retour de bâton s'il y en a un. Le Premier ministre belge demande une mutualisation des risques, que les autres États membres fournissent des garanties financières prêtes à compenser les sanctions à l'égard de la Belgique et que les autres États membres mettent à profit les actifs gelés sur leur propre territoire. En clair, la Belgique demande simplement la solidarité européenne pour consentir pleinement aux prêts de réparation à l'Ukraine. Il faut dire que 180 milliards d'euros, cela représente un tiers du PIB de la Belgique ou un an de budget fédéral belge, ce qui est immense. La Belgique a dit oui pour le prêt, mais demande à la Commission d'explorer toutes les options possibles et réclame une base juridique claire pour sécuriser la Belgique
faute de quoi la Belgique refusera de soutenir le prêt. Aussi, ce qui rend un peu moins optimiste concernant le prêt, c'est que les demandes de Bart de Wever n'ont pas soulevé l'enthousiasme lors du Conseil européen. Il y a peu de chances que l'accord puisse être trouvé rapidement. Les conclusions du sommet sont formulées en termes très larges, le Conseil européen demandant à la Commission d'explorer toutes les options pour financer l'Ukraine sur les années 2026 et 2027. Le risque est grand pour l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine n'aurait plus d'argent dès le début de l'année 2026. La décision du Conseil européen est reportée au mois de décembre, ce qui pourrait sauver l'Ukraine in extremis. La Commission européenne a 2 mois pour convaincre la Belgique de soutenir le prêt ou de trouver une solution alternative. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, reste confiant. Passons désormais au club des 27. Portugal, l'enquête préliminaire sur l'accident du funiculaire conclut à une défaillance du câble. Lundi 20 octobre, le bureau d'enquête chargé des investigations sur l'accident du funiculaire de la Gloria a rendu son rapport préliminaire d'enquête. Pour rappel, le funiculaire de la Gloria a dévalé la pente à toute vitesse, déraillé et fini sa course dans un immeuble en contrebas, faisant 16 victimes début septembre. Le bureau d'enquête a déterminé que le câble n'était pas aux normes de la compagnie Caris, qui exploite les funiculaires de Lisbonne. 3 jours après l'accident, le bureau d'enquête avait constaté la déconnexion du câble entre les 2 cabines. Le rapport qualifie le pilotage du conducteur comme conforme, puisqu'il a déclenché les 2 freins à sa disposition, mais le câble ayant cédé, il ne pouvait pas profiter du contrepoids pour l'aider. L'entretien assuré par un sous-traitant était fait en temps et en heure. Mais l'enquête révèle que, même si les dates d'entretien étaient respectées, les tâches qui étaient notées ne correspondaient pas à l'état du véhicule. Le bureau d'enquête préconise la mise à l'arrêt de tous les funiculaires de la ville jusqu'à ce que la conformité des véhicules soit constatée. Les funiculaires ont été mises à l'arrêt au lendemain de la catastrophe par le maire de Lisbonne. Le rapport final doit intervenir dans un délai d'1 an. Espagne. Le gouvernement souhaite retirer tous les symboles du franquisme. Mercredi 22 octobre, le gouvernement espagnol a annoncé sa décision de faire disparaître tous les symboles du franquisme de l'espace public en novembre pour le 50e anniversaire de la mort de Franco, qui a dirigé l'Espagne de 1939 jusqu'à sa mort en 1975. L'Espagne reste très divisée sur l'héritage franquiste. En novembre, le gouvernement publiera une liste complète des éléments et symboles franquistes qui devront disparaître, sans donner de détails sur la liste elle-même, ni dans quel délai ils devront être retirés. D'après le site internet Debería Desaparecer, il y a encore plus de 6000 symboles franquistes encore présents dans l'espace public espagnol, entre les noms de rues, les statues ou encore les emblèmes militaires. L'Arc de la Victoire, à l'ouest de Madrid, qui symbolise la victoire franquiste sur les républicains lors de la guerre civile, est le symbole le plus emblématique du franquisme encore debout. Les socialistes tentent depuis des décennies d'effacer l'héritage franquiste de l'espace public. José Luis Zapatero, en 2007, avait annoncé la loi Mémoire historique qui obligeait l'administration à retirer les symboles faisant l'apologie de la dictature dans l'espace public. En 2019, Pedro Sánchez fait exhumer les restes de Franco de la vallée de ceux qui sont tombés, où il avait été inhumé pour éviter que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage pour nostalgiques du franquisme, et en 2022, il a fait voter la loi Mémoire démocratique qui actait la création d'un registre de victimes du franquisme faisant annuler les condamnations sommaires du régime et en obligeant les mairies à supprimer les symboles franquistes. Mais les socialistes se heurtent à l'opposition de la droite et de l'extrême droite. Le Partido Popular, fondé par Manuel Fraga
ancien ministre franquiste qui a créé le parti sur les cendres de l'Alliance populaire, accuse le PSOE de vouloir rouvrir les blessures du passé. Le PSOE, quant à lui, veut profiter des 50 ans de la mort du dictateur et du début de la transition démocratique pour célébrer le retour à la démocratie de l'Espagne. Lituanie. Incursion d'avions russes dans l'espace aérien lituanien. Jeudi 23 octobre, alors que les 27 se retrouvaient à Bruxelles pour un sommet sur l'Ukraine, le président lituanien Gitanas Nausėda a indiqué que plusieurs avions militaires russes ont survolé brièvement l'espace aérien lituanien. Le président lituanien a dénoncé une violation flagrante du droit international et un comportement imprudent et dangereux. Pendant 18 secondes, un avion de chasse Sukhoi Su-30 et son avion de ravitaillement Il-78 ont survolé l'espace aérien lituanien à 700 mètres d'altitude près de la ville de Kybartai, voisine de l'exclave de Kaliningrad. 2 chasseurs espagnols basés en Lituanie ont été mobilisés et ont continué de patrouiller par la suite. L'OTAN a lancé une enquête sur cette incursion. Gitanas Nausėda a profité du sommet européen pour demander une meilleure préparation de la défense aérienne européenne alors que le Conseil européen devait discuter de la défense commune vendredi. Il a aussi indiqué que le ministère lituanien des Affaires étrangères convoquerait l'ambassadeur russe pour qu'il clarifie la situation. Une note de protestation a été remise à l'ambassadeur russe et la Lituanie a demandé à la Russie de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. Le ministère de la Défense russe a publié un démenti réfutant tout franchissement de la frontière. Irlande, Catherine Connolly, nouvelle présidente de la République d'Irlande. Vendredi 24 octobre avait lieu le scrutin présidentiel en République d'Irlande. 2 femmes étaient en lice, Catherine Connolly, une indépendante soutenue par des partis de gauche, et Heather Humphreys, candidate du parti de centre-droit Fine Gael. Un scrutin avant tout symbolique puisque le pouvoir réside au gouvernement. La présidence n'a qu'un rôle honorifique en Irlande. La Palestine a été un thème central de la campagne après que le président sortant, Michael Higgins, qui a siégé pendant 14 ans à la tête de l'État, ait publié une tribune sur les grands enjeux mondiaux, dont Gaza. La réunification avec l'Irlande du Nord a fait aussi partie des débats. Le parti de gauche, le Sinn Féin, historiquement lié au mouvement de réunification de l'Irlande, fait le parallélisme entre l'histoire irlandaise, qui a combattu les colons britanniques, et l'histoire de la Palestine. Mais le soutien à la Palestine est transpartisan en Irlande, on se bat plus pour savoir qui en fera le plus, de gauche comme de droite. La campagne a été marquée par une tentative de désinformation à l'encontre de Catherine Connolly, une vidéo deepfake où son double annonçait son retrait de la course présidentielle a été publiée et largement relayée sur Facebook. L'autorité des médias a contacté Meta pour lui demander quelles mesures elle avait prises pour lutter contre ce genre de phénomène et lui a rappelé ses obligations en vertu du Digital Services Act. La candidate a déposé plainte auprès de la commission électorale irlandaise. Les sondages donnaient gagnante Catherine Connolly, et c'est bien elle qui a triomphé avec plus de 63% des voix. Son adversaire n'a obtenu que 29,5% des suffrages. Jemma Gavin, du Fianna Fáil, n'a eu que 7% des voix. Catherine Connolly a déclaré vouloir être une présidente pour la paix, qui s'appuie sur la politique de neutralité du pays et a insisté sur la menace existentielle que constitue le changement climatique. Ancienne avocate, elle s'oppose à l'augmentation des dépenses de défense et défend la neutralité de l'Irlande. Elle est favorable à la réunification avec l'Irlande du Nord. Elle s'est dit pro-européenne pendant la campagne, mais d'anciens propos qu'elle a tenus en 2016 lors du Brexit sont remontés à la surface, où elle disait, je cite, que les électeurs britanniques avaient exposé l'UE pour ce qu'elle est. Le Premier ministre Michael Martin
s'est réjoui de la victoire de Catherine Connolly et a exprimé son impatience de travailler avec elle. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Chypre Nord, la victoire de Tufan Erurman à la présidentielle, un signe positif pour la réunification? Dimanche 19 octobre avait lieu la présidentielle dans la partie turque de l'île. Tufan Erurman, candidat social-démocrate, a gagné l'élection face au président sortant, le nationaliste turc Ersin Tatar, soutenu ouvertement par Recep Tayyip Erdoğan. C'est un camouflet pour Ankara qui perd de son influence sur la République turque de Chypre du Nord. Tufan Erurman a obtenu 62,76% des voix contre 35,81% pour le président sortant. 6 autres candidats ont obtenu moins d'1,5% des suffrages. C'est un écart historique pas vu depuis le mandat de Rauf Denktaş qui a régné de 1983 à 2005. Tufan Erurman a commencé son discours de victoire par un appel à l'unité des Chypriotes turcs tout en tendant la main à la Turquie. Avocat et universitaire respecté, il a réussi le tour de force d'obtenir le soutien de l'essentiel des forces de gauche qui n'ont pas présenté de candidat contre lui. Son pragmatisme est même apprécié au centre droit. Son appel à un dialogue constructif avec la Turquie a certainement convaincu une grande partie de l'électorat. Ersin Tatar paye, lui, de son côté, sa trop grande proximité avec le président turc, se sentant obligé de déclarer qu'il n'était pas la marionnette d'Erdoğan pendant la campagne. Tufan Erurman, partisan d'une solution fédérale avec l'autre moitié de l'île pour réunifier Chypre, aura fort à faire. Les mouvements ultranationalistes ont appelé à l'intégration de Chypre Nord dans la République turque. Russie, renforcement des sanctions européennes et américaines contre le Kremlin. La semaine dernière, tout le monde pensait que les États-Unis et la Russie allaient revenir autour de la table des négociations à Budapest après un appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Lundi 20 octobre, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov se sont eus au téléphone pour poser les bases de la rencontre à Budapest. Un échange écourté par les revendications maximalistes de la Russie qui ne cache pas sa volonté de soumettre totalement l'Ukraine. Las du manque de volonté de mettre fin à la guerre, Donald Trump s'est enfin décidé, mercredi 22 octobre, à imposer des sanctions à 2 compagnies pétrolières russes, Rosneft et Lukoil. Rosneft est la compagnie publique et Lukoil est le plus important groupe privé du pays. Désormais, les 2 compagnies ne pourront plus effectuer leurs opérations en dollars. À elles deux, elles représentent entre 45 et 55% des exportations de pétrole à l'étranger. Par ces sanctions, Donald Trump tente de mettre la pression sur l'Inde, la Chine et les républiques d'Asie centrale qui continuent d'acheter du pétrole russe. En parallèle, lors du sommet européen, les 27 se sont mis d'accord pour adopter le 19e paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. L'accord a été trouvé mercredi 22 au soir après que la Slovaquie ait levé sa menace de veto. Pour lever son veto, la Slovaquie réclamait des concessions sur les prix de l'énergie, sur les quotas d'émissions pour ses entreprises et le soutien de son industrie automobile. En outre, le paquet sanctionne l'importation de gaz naturel liquéfié, inscrit de nouveaux navires de la flotte fantôme, des banques et entités russes, chinoises et d'Asie centrale sur la liste noire et vise les transactions en crypto-monnaie qui servent de moyen de contourner l'exclusion du système interbancaire SWIFT. Les sanctions interdisent aussi les ventes de matériel à double usage à la Russie, c'est-à-dire le matériel civil qui peut être détourné en matériel militaire. Les sanctions restreignent l'IA et le tourisme et limitent les déplacements des diplomates russes dans l'espace Schengen. En réponse à ces sanctions, Vladimir Poutine a repris la main sur la communication. Il a d'abord fait diffuser des images de sa salle de crise, d'où il supervisait des essais de missiles Sineva
HIMARS d'une portée supérieure à 11 000 km qui peuvent porter des têtes nucléaires. Un des essais au Kamtchatka, à l'extrême orient russe, était visible depuis la base américaine des îles Aléoutiennes à 935 km de là. Jeudi 23 octobre, Vladimir Poutine a déclaré que les sanctions n'auraient pas un impact significatif et appelle au dialogue. Mais il finit sa déclaration d'un ton menaçant en déclarant que si des Tomahawks venaient à frapper le territoire russe, la réponse serait, je cite, stupéfiante. De son côté, Volodymyr Zelensky se dit satisfait que l'administration Trump mette enfin la pression sur la Russie. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 43e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.